Alors, dans la population que je soigne, il y a des personnes qui sont migrantes de deux manières différentes. Je dirais qu'il y a les anciennes migrantes, qui sont les femmes dont on parlait ce matin avec Christian Delorme, algériennes, marocaines, tunisiennes, turques, qui sont là depuis des années, qui ont le droit d'être en France et qui occupent des petits boulots, ce qu'on appelle aujourd'hui des petits boulots. On dit que la majeure partie des immigrants travaillent dans 10 secteurs en France, que vous connaissez, qui sont l'hôtellerie, la restauration, l'aide à la personne, le ménage, les usines. Et tous ces boulots, vous le connaissez aussi, c'est des boulots très précaires où on peut se lever pour certaines femmes à 5 heures du matin, avoir 1 heure de route, travailler 1 heure de ménage, reprendre 1 heure le bus, travailler 1 heure de ménage, reprendre 2 heures de transport en commun, travailler 1 heure de ménage et terminer à 22 heures. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont une vie de travail ainsi, c'est-à-dire qui commencent à 5 heures du matin et qui terminent à 21 heures. Ça, c'est la condition de travail. Par ailleurs, dans leur travail, elles sont souvent pas respectées. Il y avait un exemple de témoignage de femme qui me dit à la chaîne normalement on devrait être 2, une Française et moi, la Française n'est pas là, je fais le travail de 2 et en plus la contremaître me tape dessus en permanence et on me dit t'es arabe donc tu travailles pas bien. Donc il y a un sentiment de discrimination et de mésestime de soi qui va en grandissant. La troisième chose aussi, c'est qu'à qualification égale, souvent ces personnes se sentent avoir moins de promotion qu'une Française. Donc par exemple une fille qui fait du ménage dans une entreprise, dans une grande entreprise, ne sera quasiment jamais chef d'équipe, à l'inverse d'une Française. Donc tout ceci entraîne des répercussions sur la santé, tant au niveau du moral qu'au niveau de la fatigue et qu'au niveau de certaines pathologies et de la mésestime de soi. Donc ça, c'est les femmes qui sont là depuis longtemps et qui ont des boulots que j'estime très difficiles. Et on entend encore des confrères qui considèrent, quand ces femmes demandent un arrêt de travail, parce qu'elles sont épuisées, qu'elles exagèrent, qu'elles tirent sur la corde, qu'elles pourraient prendre leur congé plutôt que d'être en arrêt maladie. Mais quand elles arrivent vers 50 ans, elles sont quand même franchement très usées. Très usées, et c'est des boulots que je pense aucun d'entre nous n'arriverait à faire. Donc ça, c'est un peu la condition des femmes qui ont le droit de travailler et qui ont des boulots très pénibles au niveau de conditions de travail, auxquels se rajoute souvent le fait qu'elles sont seules à élever leurs enfants. J'avais lu dans un article, et ça je le vois en consultation, que même si ces personnes ont un travail, on dit qu'elles vivent un nouvel esclavage, parce qu'elles sont souvent mariées un peu de manière traditionnelle, elles sont soumises à leur mari. Quand elles rentrent du travail éreintées, pour beaucoup d'entre elles, elles ont une obligation sexuelle, que très souvent elles ne veulent pas subir. Elles doivent envoyer de l'argent à la famille, elles n'ont rien à elles. Et enfin, quand elles ont peut-être l'idée de partir, si elles partent, elles sont remplacées le lendemain, à la maison. Donc il y a vous comprenez, un état moral qui fait que soit on ne part pas, mais on reste complètement enfermé dans ce système, soit on part et on se retrouve seul avec ses gamins, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu la condition de travail de la plupart des femmes que je rencontre en consultation. Bien évidemment que je rencontre des femmes migrantes étudiantes, donc ils ont un niveau intellectuel supérieur, mais qui galèrent beaucoup avec le travail qu'il faut faire pour gagner à manger pour ses études et l'obligation d'envoyer de l'argent au pays. Donc ça, c'est très très difficile pour ces filles étudiantes et qui très souvent aussi, venant du Maghreb ou d'Afrique, se retrouvent enceintes pendant leur parcours d'études. Une autre catégorie de femmes donc, que je rencontre de plus en plus, moi je dirais depuis une quinzaine d'années, ce sont ces nouvelles femmes migrantes qui quittent leur pays, en particulier le Nigeria, et donc là ça rejoindra l'intervention de Daniel, et qui quittent le Nigeria parce qu'elles pensent qu'en France elles vont trouver du travail, et au Nigeria on leur dit que le travail qu'elles vont trouver ça peut être un travail domestique, pour certaines on leur dit même vous pouvez retrouver des études, et elles sont, alors là je parle en tant que médecin mais aussi en tant qu'accueillante à la maison à Chaponneau où on a quand même accueilli je crois une dizaine de jeunes filles comme ça. Elles sont dans des situations dramatiques où elles n'ont plus de père, plus de mère, où elles doivent continuer à trouver à manger, et quelqu'un un jour leur dit si tu vas en France, tu pourras trouver du travail. D'autres femmes quittent des mariages forcés, et donc elles partent seules, mais elles sont vite récupérées, comme on l'a vu dans le film hier soir, par des réseaux plus ou moins mafieux. Et donc ces femmes, elles ont des parcours marqués par la violence depuis finalement leur
leur enfance ou leur adolescence. Alors la violence du mariage forcé, la violence de l'excision, la violence parfois de la vente au niveau d'un réseau de prostitution et la violence terrible du viol pendant le parcours migratoire. Et pour ceux qui ont regardé le film hier soir, vous avez vu que finalement, c'est impossible d'y échapper. Donc, entre parenthèses, après avoir vu ce film, maintenant, moi, systématiquement, les femmes africaines qui viennent, je leur fais faire des examens gynécologiques et je parle sur cette question, même si c'est difficile à évoquer. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ces femmes qui ont eu des traumatismes à répétition doivent faire une demande d'asile qui leur demande de faire un récit. Et ce récit, il doit être dit un nombre de fois incalculable. Et comme je disais tout à l'heure à monsieur, quand en France vous avez subi un traumatisme de viol, par exemple, vous allez à la police et quelqu'un de compétent va vous interroger une fois. Il y aura quelqu'un dans une vitre sans teint derrière qui va éventuellement enregistrer l'interview et après on ne vous interviewera plus. Alors que là, par le parcours de demande d'asile, on vous demande sans cesse de raconter les choses. Et en plus, si vous les racontez de manière imprécise, on ne vous croit pas. Mais comment vous pouvez être précis quand vous avez été traumatisé ? Comment vous pouvez dire en Libye, j'ai été à telle ville, j'ai été pris par tel réseau, on m'a emmené en Italie, des fois on ne savait même pas que c'est l'Italie. L'Italie, on m'a emmené dans une grande ville, je ne sais pas, c'était Lyon, la Pardieu peut-être, puis après on m'a enfermé dans une maison, mais je ne sais même pas dans quel quartier, et après on m'a obligé de faire la prostitution. Comment vous voulez que ces jeunes femmes, quand on leur demande des faits précis, puissent les dire, puisqu'elles sont dans un état qu'on appelle dans notre jargon de stress post-traumatique. Et l'état de stress post-traumatique, ça fait des phénomènes de dépression très sévères, parfois un peu de dépersonnalisation, l'insomnie, parce que chaque fois qu'on s'endort, on revit, on appelle ça les scènes de reviviscence, on revit ce qu'on a subi. Et donc ça fait des gens qui ont des dépressions, mais des dépressions qu'on n'arrive pas à soigner avec les antidépresseurs. Et qui parfois sont dans des états très critiques au niveau psychiatrique. Malheureusement à Lyon, on n'a pas accès de structures de soins pour soigner ces personnes-là. À Paris, il y a le centre Primo Levi qui s'en occupe un peu mieux. Chez nous, c'est très, très, très critique. À cette situation se rajoute la précarité de la vie en France. C'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, pour 100 000 demandeurs d'asile en 2016, il n'y a eu que 24 000 places en CADA, en centre d'accueil et demande d'asile. Ça veut donc dire que 75 000 personnes doivent se débrouiller par leurs propres moyens pour trouver un logement. Et donc, à Lyon, on dit qu'il y a plus de 500 à 800 personnes qui vivent à la rue, et c'est en particulier les femmes seules et les hommes seuls. Parfois, c'est des familles, mais la plupart du temps, c'est ça. Et donc, quand une personne vit à la rue et ne sait pas où manger, où dormir le soir, et bien évidemment, des rendez-vous médicaux peuvent être ratés parce qu'on ne sait pas quel jour on est, on ne sait pas à quel mois on est, on va réussir à s'endormir à 3h du matin et le rendez-vous il aura lieu à 8h, on va l'avoir raté. Donc ça fait aussi un accès aux soins qui est plus délicat et un suivi médical plus compliqué. Et bien évidemment, si les médecins ne sont pas au fait, je pense par exemple aux gens qui traitent l'hépatite C. En général, pour traiter quelqu'un d'hépatite C, c'est 3 mois de traitement qui coûtent 42 000 €. Donc vous pensez bien que les médecins, ils vérifient que la personne viendra régulièrement, qu'elle sera bien suivie. Si la personne a raté 2 rendez-vous, on lui arrête son traitement. Et donc elle peut subir ça comme une injustice, alors qu'en fait, si elle n'est pas à l'heure au rendez-vous, c'est que la vie est trop précaire. Et alors, ce qu'on remarque aussi, alors ça c'est des études qui ont été faites de 2008 à 2011 et qui est très intéressant puisqu'on a suivi sur plusieurs années 11 000 personnes émigrées dont on a comparé l'état de santé à des personnes françaises, c'est-à-dire dont les parents étaient français. Eh bien, on a remarqué que l'état de santé de ces personnes par rapport à la population témoin française était 2 fois moins bon, mais que plus les personnes étaient dans la précarité financière, la précarité de logement et dans un milieu socio-éducatif moindre, plus l'état de santé était péjoratif, même si elles ont passé 15-20 ans en France. Voire même l'effet augmente avec la durée de vie en France qui n'est pas bonne. Donc les demandeurs d'asile qui échouent dans leur parcours, moi tous ceux que je vois qui sont arrivés en bonne santé, ce qui est le cas à peu près des hommes jeunes, et 5 ans après, ils sont dans un état de santé déplorable. Non pas physique, ils ont été traités de leurs hépatites, traités de leur pneumonie, traités de l'hypertension, du diabète, mais au niveau psychique. Voilà ce que je pourrais dire tout simplement, mais après je répondrai aux questions.